Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Leduc, qui est ingénieur de l'École des travaux publics et architecte, qui a travaillé pendant quelques années chez RFR, avant de rejoindre TES, le bureau d'études dans lequel travaille Bernard Botteville, qui co-dirige le master, la formation structure architecture, et qui prépare maintenant une thèse sur les surfaces développables. Donc ça va rencontrer tout à fait notre intérêt sur les rapports entre la géométrie et les structures, entre la géométrie paramétrique et les développements architecturaux d'aujourd'hui. Peut-être qu'il serait bon de rappeler les relations entre les surfaces développables et les surfaces réglées. Peut-être un premier rappel sur les produits des rayons de courbure et les sommes des rayons de courbure, pour que vous sachiez enfin, en sortant d'ici, la différence qu'il y a entre une surface réglée. Est-ce qu'une surface réglée est développable ou est-ce qu'une surface développable est réglée? Ce serait déjà bien. Mais j'espère qu'on ira bien au-delà. L'intérêt de ce travail, c'est de le lier à la fabrication, parce que le rapport entre les surfaces complexes et leur fabrication est souvent obéré dans le développement de la chaîne de construction, et on l'a vu dans des exemples récents. Des exemples récents à Paris même, dans le cadre de la muséographie de l'Ouest parisien. Merci Nicolas, et je te passe la parole. À bientôt. On peut l'éteindre. J'ai mon micro. Je n'ai pas besoin, en fait, j'ai l'oreille. C'est à mon tour de vous remercier. Marc Mimram, de remercier aussi Margot Gillet et Jean-Aimé Chu de m'avoir invité. Et c'est vraiment un honneur de présenter dans les leçons du lundi à côté de personnes comme Sobek la semaine prochaine ou Schleich, qui ont été pour moi aussi une source d'inspiration dans le travail que j'ai fait depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de géométrie constructive et du rapport qu'il entretient entre la pratique, donc sa mise en application, et les travaux de recherche qui s'intensifient autour de ce champ d'exploration. Donc je crois que c'était une évocation à peine dissimulée en introduction sur ce projet. La géométrie constructive, c'est pour parler français, mais elle est plus connue actuellement sous le nom de Architectural Geometry ou Construction Aware Design. Toutes ces appellations pour dire que ceci regroupe un ensemble de stratégies qui sont basées sur de la rationalisation géométrique pour traduire une intention architecturale, une forme architecturale généralement complexe, pour la traduire dans une réalité constructive. Et en général, comme vous voyez ici, le chemin est long entre le premier croquis qui a été fait en 2004, ici c'est un croquis de 2006, et sa réalisation et son parfait achèvement en 2014. Donc vous voyez, il y a plus de 10 ans qui séparent le début de la fin dans ce projet-ci. Donc dans tous les cas, la géométrie constructive essaye de respecter le plus fidèlement possible l'intention architecturale, mais dans le meilleur des cas, elle a une contribution majeure aussi dans le processus de conception, et elle enrichit cette forme par ses recherches. Donc recherche morphologique, ou quand on dit maintenant le mot est passé dans le langage commun, form finding, on a tout de suite dans l'idée les form finding dans un contexte plutôt mécanique. Donc comme une forme répondant au mieux à un cas de charge bien précis, comme tout le monde connaît les recherches de Fraiotto sur ces jeux de force qui sont tangentiels à la surface, qui donnent ces architectures textiles précontraintes, mais aussi un jeu de force qui lui n'est plus tangent mais perpendiculaire à la surface, comme ces architectures gonflables très légères, comme ce projet mis en place récemment par Anish Kapoor et Isozaki.
Ou alors encore ces jeux de force qui sont dirigés dans une direction bien précise, en général la gravité, et qui a été déjà mis en place il y a des dizaines d'années par Antonio Gaudí pour comprendre les funiculaires de force dans sa recherche de forme de la Sagrada Familia. Et vous allez, il me semble aussi, voir le travail de Philippe Bloch dans le contexte des leçons du lundi, et lui aussi a renouvelé cet aspect de statique graphique et ces funiculaires de force dans son nouvelle approche numérique. Donc cette recherche de forme dans un contexte mécanique n'est pas une des seules motivations qui peut aboutir à la recherche d'une forme. Plus récemment, il y a toute une recherche qui se développe autour de la recherche de forme, mais motivée par des conditions ou des raisons environnementales ou bioclimatiques, par exemple. Donc ici, c'est un projet qui date déjà un peu, mais qui avait fait déjà usage d'une forte simulation de la radiation solaire dans le projet de Foster à Londres, dans le City Hall. Vous voyez que ces étages, ces gradins inversés, sont conçus de telle façon à ce que, sous le soleil torride de Londres, le soleil puisse, les étages supérieurs puissent faire de l'ombre sur les étages inférieurs. Donc la morphologie de la surface et de la façade sud est générée pour des questions d'inclinaison et d'ombre de masque solaire. Et moi, je vais vous parler d'une autre forme de morphologie et de recherche morphologique qui est celle-ci pilotée, on va dire, par la recherche technologique. Donc, c'est-à-dire faciliter la fabrication de la forme par un choix adéquat de cette surface, mais également aussi de toutes ces lignes qui divisent cette surface et qui vont donner lieu à des rationalisations géométriques intéressantes. Je suis désolé, il y a un petit Larsen. Est-ce que c'est possible de baisser un tout petit peu le micro? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc vous allez me dire, oui, cette recherche morphologique pour simplifier la fabrication, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On connaît tous les travaux, par exemple, de l'art de la découpe de la pierre, et Monge, qui est représenté ici, avait déjà identifié en pleine Révolution française, lorsqu'il enseignait à l'école normale, des lignes très intéressantes sur des surfaces elles-mêmes intéressantes, c'est des ellipsoïdes. Il identifiait des lignes qui s'appellent les lignes de courbure. Et ces lignes de courbure, elles ont une propriété très intéressante, c'est-à-dire que si on appuie sur cette ligne de courbure des surfaces normales, ces surfaces normales sont réglées, mais elles ne sont pas seulement réglées, elles sont aussi développables. Et pourquoi est-ce intéressant de faire des surfaces développables quand on fait de la taille de pierre? La surface, c'est quelque chose qui est sans épaisseur, alors que la taille de pierre, c'est quelque chose qui est massif. Pourtant, en fait, quand on taille la pierre avec un ciseau à pierre, en fait, on travaille la pierre par découpe de plans tangents. Et en fait, un ensemble de plans tangents à une seule dimension, c'est ce qui définit une surface développable. Donc on a beau travailler dans la massivité de la pierre, en fait on est très content d'avoir des surfaces développables qui délimitent les contours, le manteau, on appelle ça, de la pierre, de telle façon à faciliter le travail du tailleur de pierre qui travaille par plan tangent. Donc voilà un bel exemple on va dire, de rationalisation géométrique qui est lié directement à des raisons technologiques, donc d'outillage et de coupe de la pierre. Pour rester dans le domaine des oïdes, c'est-à-dire de celle des quadriques, aussi historiquement, on peut regarder les ellipsoïdes, les hyperboloïdes de révolution de Choukov, aussi très intéressantes d'un point de vue mécanique avec ces diaphragmes réguliers. Et je vous laisserai voir aussi la façon dont ils montent les choses avec une fabrication à l'intérieur et un montage au milieu de ces tours-là. Juste un petit point méthodologique, je vais vous montrer normalement au cours de l'exposé environ une petite vingtaine de projets et également une petite vingtaine d'articles scientifiques sur lesquels, alors soit c'est les projets qui ont généré l'article avec une publication a posteriori, au contraire ces projets se sont inspirés d'articles. Donc les projets sont en général référencés sur la droite, donc vous pourrez aussi éventuellement approfondir certaines recherches que dont je vais vous parler, et les articles, eux, sont notés en général avec un petit logo à gauche, donc par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez lire les articles qui correspondent aux diapositives que je vous ai montrées. Donc pour finir avec les oïdes, on peut parler aussi des paraboloïdes de Candela.
Alors Candela, lui, il faisait des paraboloïdes pour aussi des raisons technologiques, des raisons de ferraillage, parce que les paraboloïdes sont des nappes doublement réglées, donc avec deux ensembles de règles qui se croisent, et donc c'est des directions qui sont vraiment très, très pratiques pour soit disposer le ferraillage, soit aussi, et on le voit dans la lumière rasante de la partie supérieure, pour disposer les lattes droites des coffrages en bois. Donc, alors, si c'est des choses qui avaient été explorées il y a un moment, qu'est-ce qui déclenche l'avènement, on va dire, de la construction, la géométrie constructive moderne? En fait, ce qui change, c'est que auparavant, bon, il y avait déjà certaines communautés, mais qui étaient réduites, qui travaillaient autour de ces questions. Depuis 2005, il y a vraiment une émergence très claire de cette discipline, en particulier par la création du département Applied Geometry à l'Université technique de Vienne, par Helmut Pottmann, dont vous avez le portrait ici. Et donc, une grande communauté scientifique s'organise, organisée autour d'ingénieurs, d'architectes, d'informaticiens, d'infographistes, et qui partagent leurs connaissances régulièrement, tous les 2 ans, dans une conférence, dans un congrès qui s'appelle AAG, Advances in Architectural Geometry. Et donc, ça crée vraiment un champ disciplinaire qui commence à motiver certaines constructions. Je vous recommande aussi, mais je pense que vous l'avez à la bibliothèque, la Bible de l'architectural géométrie, avec ce livre qui décrit vraiment tous les principes de la géométrie, mais focalisé sur la construction de A à Z. Alors, la géométrie constructive, elle a fait vraiment des progrès aussi récents parce que, pour deux simples raisons. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la compréhension théorique de la géométrie, donc qui a eu une grande avancée, on va dire fin 19e, début 20e, avec tous les mathématiciens autour de Darboux, etc. Mais aussi récemment avec tous ces mathématiciens, on va dire à partir des années 90, autour de Pottmann, qui ont renouvelé cette géométrie différentielle qui était continue et qui l'ont aussi développée d'un point de vue discret. Et bien sûr, l'autre élément qui a fait émerger cette science, c'est la capacité computationnelle et cette capacité d'optimiser certaines géométries. Donc pour faire un peu le contexte aussi, donc en 2005, qu'est-ce qui se passe juste avant? En fin 2003, début 2004, on a cette exposition qui a fait date au centre Georges Pompidou, qui était Architecture non standard, où il y avait une douzaine d'architectes qui étaient exposés et qui montraient bien une certaine maturité sur la capacité à modéliser les formes complexes d'un point de vue infographie. Mais on voyait bien que dans cette exposition, il y avait vraiment un besoin de matérialité dans sa construction. Et donc, on voit bien que cette géométrie constructive, elle est venue suite à un besoin émergent sur la fabrication de ces formes complexes. Ce qui a aussi évolué dans la géométrie complexe, c'est qu'on est passé des oïdes, c'est-à-dire ellipsoïdes, paraboloïdes, hyperboloïdes, aux formes un peu, on va dire, bizarroïdes maintenant. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu au-delà des projets qui ont fait vraiment des structures légères des années, on va dire, 70-80, avec toute l'école de Stuttgart, et qui ont exploité de façon très ingénieuse toutes ces formes, surface de translation, surface de révolution. Ici, on a une surface homothétique qui donne elle-même des propriétés quasiment immédiates sur la fabrication des surfaces. Et donc, grâce à l'optimisation numérique et à la compréhension plus fondamentale de la géométrie des surfaces, on est capable maintenant de travailler sur des formes encore plus libres. Donc, en fait, quelle est une des approches typiques de la géométrie constructive? Et ce n'est pas la seule, mais c'est une typique. C'est une approche par subdivision d'une surface complexe en panneaux individuels qui sont, on va dire, fabricables. Alors, fabricables dans le sens large du terme, c'est-à-dire fabricables industriellement, mais fabricable aussi normativement et fabricable financièrement. Donc cet ensemble de panneaux, ils peuvent être de nature très différente,
Et cette notion de fabricabilité, en fait, on va l'explorer jusqu'à la fin de l'exposé en organisant cet exposé autour des primitives géométriques qui vont constituer chacun de ces panneaux. Je suis désolé, est-ce qu'on peut encore rebaisser un tout petit peu? J'ai un écho dans l'oreille. Merci. Donc, fabricable, si on fait très simple, fabricable égale plan. Le plan est défini par 3 points, et ces 3 points définissent un triangle. Donc, le panneau qui a l'air le plus fabricable et le plus simple à l'origine, c'est le triangle. Donc, je vais vous montrer quelques projets. Donc, ça génère des projets qui peuvent être relativement magnifiques, comme la cour centrale du British Museum de Norman Foster. Alors, le triangle, c'est une forme qui est triviale, on va dire, géométriquement, parce que les 3 points sont toujours situés sur la surface de référence. Et donc, c'est une solution qui est abordable géométriquement immédiatement. Par contre, quand on commence à comprendre les implications du triangle sur les questions technologiques, comme ce qui nous intéresse ici, les choses deviennent un peu plus complexes. Donc, pour vous montrer un peu la complexité qui peut se développer derrière, je vous montre juste la page de gauche. Sur la page de gauche, c'est simplement l'équation analytique de la surface lisse du British Museum qui a été faite par Chris Williams. Ça, c'est côté analytique. Et une fois cette surface décrite, il faut encore la décrire en panneaux individuels. Donc, vous voyez ici sur la droite, c'est son hypothèse de départ, donc la subdivision de la surface en triangles, mais de façon à régulariser les triangles pour des questions de fabrication, mais aussi pour des questions esthétiques. Il a mis en place un procédé qui s'appelle la relaxation dynamique, donc vous connaissez bien maintenant, mais c'était il y a quelques années. Et voilà, donc il a relâché les triangles de telle façon à pouvoir avoir une régularité relative des triangles entre eux. Mais si on va un tout petit peu plus loin, on regarde quand même l'extrême variabilité des nœuds d'assemblage, et de telle façon à pouvoir assembler ce grid shell rigide avec des nœuds. C'est l'entreprise Wagner Biro qui a effectué ce travail, et en fait, elle a découpé chaque nœud de façon individuelle à une découpe plasma dans de la tôle massive qui fait 18 cm d'épaisseur. D'accord ? Donc, chacun de ces nœuds a été repris après et usiné pour pouvoir être adapté aux différentes branches. Et donc, vous voyez ici les machines qui étaient mises en place déjà au début des années 2000. Donc maintenant, je vais vous montrer au contraire un projet qui utilise des triangles. Mais par contre, ce projet, lui, c'est un projet que j'ai encadré avec Jean-Aimé à Malaquais. Et ce projet, lui, c'est un pavillon, certes, c'est un peu plus petit, mais ce projet pèse moins lourd qu'un seul des 1500 nœuds qui composent le British Museum. Donc c'est le projet Diodon, c'est le projet de PFE de Félix Chameroy et de Clara Chautil, qui était là, qui a été fait il y a 2 ans maintenant. Et ils ont été poussés par cette envie de faire une architecture gonflable, mais qui soit également mobile et variable. Alors, juste un tout petit point technique, quand vous voulez changer la forme d'un objet, et donc en particulier sa courbure et sa courbure gaussienne, vous n'avez pas d'autre choix que de modifier, on va dire, sa métrique. Donc la métrique de la surface, c'est les longueurs et les angles qui sont présents sur la surface. Et donc ce projet a été inspiré par un domaine de recherche qui est suivi par Marc Poli. Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo. Donc ça traite des surfaces auxétiques. Donc je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc pour revenir sur les surfaces développables, les surfaces strictement développables, comme matérialisées par cette feuille de plastique, ce sont des surfaces qui sont extrêmement souples en dehors de leur plan, c'est-à-dire qu'il est très facile de les fléchir. Par contre, elles sont extrêmement raides dans leur plan. Et ceci empêche justement ce changement de métrique. C'est-à-dire que quand vous cintrez une surface développable, les longueurs dans la surface ou les angles dans la surface restent inchangés, ce qui en fait l'empêche de changer de courbure gaussienne.
Et c'est ce qui est illustré ici. Quand on essaye d'appliquer cette surface à une sphère. Donc la sphère, qui a une surface à double courbure, il est impossible de la couvrir ou de lui appliquer une surface développable dessus, tout simplement à cause de l'impossibilité de changer cette métrique. Alors l'idée de Marc Pauly est d'introduire des matériaux auxétiques. Alors auxétique, ça vient plutôt des matériaux à l'échelle microscopique qui donnent un coefficient de Poisson négatif, c'est-à-dire qu'un matériau, on va dire classique, quand vous tirez dans une direction, le fait qu'il soit une tendance isochore, c'est-à-dire qu'il a envie de garder son volume, quand vous l'étirez dans une direction, il va avoir tendance à maigrir dans une direction transverse. Les matériaux auxétiques ou les matériaux à coefficient de Poisson négatif ont une propriété inverse, c'est-à-dire que quand vous tirez dans un sens, ils vont avoir tendance à se dilater dans l'autre. Alors, je vous ai parlé de cette propriété microscopique, mais on peut en faire des macromatériaux, comme ici, grâce à une incision particulière de la matière. Et vous voyez, quand on tire dans une direction, le matériau s'étend dans l'autre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut percevoir que les incisions s'ouvrent avec des angles différents. Donc, angle différent, ça veut dire on peut changer localement la métrique de la surface. Ça veut dire qu'on peut choisir de dilater localement la surface ou la contracter. Ce qui lui donne la possibilité de s'appliquer, par exemple, à une sphère. Donc, avec des matériaux auxétiques, vous êtes dans la capacité de modifier la courbure d'une surface. Alors, c'est ce qu'on... Donc, maintenant, ils avaient leur principe pour faire leur pavillon mobile, mais technologiquement, ça ne marche pas très bien pour faire un gonflable avec une surface qui a autant de trous. Donc, en fait, ils ont identifié une recherche qui a été menée par Ron Reich dans les années 70 sur les pliages périodiques. Donc les pliages périodiques aussi, ils ont cet avantage d'avoir la continuité de la surface, mais aussi, contrairement à ce qu'on a vu dans le British Museum par exemple, d'avoir une répétitivité du motif de pliage. Et donc ça aussi, c'est une grande économie lors de la fabrication, d'avoir une répétitivité des éléments, une répétitivité même des connexions, et c'est seulement son déploiement qui varie. Alors, maintenant, on est sur des petites maquettes, et je vais vous montrer un film que j'ai un peu coupé, mais je vous invite à voir le film en entier sur leur site. Ils ont créé un collectif qui s'appelle Dynamorph. Donc je vais vous parler en même temps que le film pour vous expliquer quels sont les mécanismes pour maîtriser cette forme. Je vais avancer un peu vite. Même le film est très beau, mais voilà. Donc, ça, je vous montre le réveil du diodon. Donc, pour l'instant, on part vraiment d'une surface totalement dégonflée et on injecte l'air à l'intérieur du diodon. Et voilà, le diodon commence à prendre vie et à gonfler. On reconnaît, bon là c'est un peu difficile parce que c'est un peu plat, mais on reconnaît le pavage de Ron Reich. Les grands triangles blancs sont les petites pyramides qui vont être attirées vers l'intérieur. Voilà, là c'est la mise en gonflement de la structure. Alors, cette structure a été montée à Malaquais dans un premier temps, et après, elle a été montée dans un festival électronique à Rennes. Là, on voit vraiment bien les pliages périodiques de Ron Reich avec ces pyramides qui sont vraiment figées à l'intérieur. Quand la surface est complètement pliée, elle est complètement jaune à l'extérieur, et du coup, graphiquement, ça explique le changement de métrique, le gonflement, par l'apparition plus ou moins grande de ces triangles blancs à l'intérieur. Donc, oui, donc c'est vraiment quelque chose qui était modifié en temps réel. Ils ont conçu une interface, en l'occurrence c'est un Arduino un peu amélioré, ou même assez amélioré, et ça leur permettait de brancher directement différents intervenants pour interagir avec le diodon. Donc là, c'est un danseur qui permettait d'avoir une communication entre la surface et ses mouvements. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que maintenant, on a cette pression d'air qui a tendance à faire gonfler la surface, mais il y a une force de rappel qui est procurée par un double réseau de câbles qui est en sous-face et qui est attaché au sommet de ces petits pyramidons de Ron Reich. Et donc, en fonction de la tension des câbles qui étaient appliqués par des treuils électriques sur le pourtour, ils étaient capables de moduler la forme grâce à cette tension à appliquer dans les câbles.
Alors, donc on a vu le triangle. Maintenant, on va continuer disons, augmenter la complexité des primitives géométriques qui constituent la forme en lui ajoutant simplement un côté et en arrivant sur le quadrangle. Alors le quadrangle, c'est une surface, c'est une primitive qui est beaucoup moins triviale que le triangle parce que on a vu que le plan était défini par 3 points, mais le 4e point, quand on veut approximer une surface, a peu de chances de se situer sur cette surface. Donc on peut lui appliquer soit des routines d'optimisation pour réduire cette distance du 4e point à la surface, ou alors adopter une démarche qui nous assure que les 4 points sont toujours présents sur la surface. Donc on a vu que dans les années fin 70 et 80, mais même encore actuellement, on pouvait utiliser des surfaces telles que la surface de translation, révolution ou homothétique qui garantissent cette coplanéité des 4 points sur une surface donnée. Donc voilà, ça je vais vous montrer maintenant ce projet qui est aussi un projet étudiant de Laïa Emerlin et de Agathe Michel d'il y a 3 ans maintenant. Et donc celui-ci est appuyé sur un travail de Romain Ménil qui a regardé les transformations, en particulier les transformations de Möbius, qui sont capables de conserver la cocyclicité de certains points, et donc qui dit cocyclique dit coplanaire aussi. Voilà. Et donc ces transformations sont des transformations un peu moins triviales, ce sont des transformations non linéaires qui sont capables de modifier de façon conséquente la forme, mais tout en garantissant la conservation des quadrangles plans. Donc par exemple, sur la gauche, vous avez une géométrie de révolution qui a donc des quadrangles plans, et par l'application de cette transformée de Möbius, on a une forme qui est beaucoup plus complexe, mais qui conserve ces propriétés géométriques qui nous intéressent. Donc appliqué au projet de Laïa et Agathe, ça donne ça. Donc une surface de révolution, une surface de révolution qui est pavée par un certain nombre de quadrangles plans, et là on voit bien la cocyclicité parce qu'elles ont matérialisé les cercles qui englobent chaque panneau. Et par l'application de la transformée de Möbius, on est capable d'avoir une forme là, qui est légèrement complexe, plus complexe mais pas délirante non plus, et qui garde cette propriété de quadrangle. Alors pourquoi était-on aussi intéressé pour faire cette solution en quadrangle? C'était pour faire une construction qui était déployable de façon très rapide. Donc ça c'était vraiment l'objectif de leur PFE, donc je vous laisse regarder le film qui correspond. Donc ça c'est un montage accéléré du pavillon. Donc vous voyez, c'est un système d'accordéon qui aurait été difficile à mettre en place avec des triangles. C'est pour ça que la contrainte du quadrangle plan était nécessaire. Donc si vous voulez, on peut en parler plus précisément, mais il y a un système de déploiement et de verrouillage automatique des panneaux les uns avec les autres. Et donc voilà, leur pavillon était montable en une petite heure. Bon, je vous fais grâce du démontage. Les démontages, c'est la même chose dans l'autre sens, mais ça va beaucoup plus vite. Alors, pour être un peu exhaustif, j'ai aussi voulu vous parler d'un autre système. C'est un système où la mécanique vient un peu au secours de la géométrie. C'est-à-dire qu'on peut appliquer aussi au quadrangle plan un petit vrillage dans le domaine mécanique et dans le domaine de l'élasticité des matériaux envisageables. Et je voulais vous montrer un projet sur lequel je n'ai pas travaillé parce que j'étais encore trop jeune à l'époque chez RFR pour travailler sur ce projet-là. Mais c'est le projet de la gare d'Avignon qui résulte géométriquement de l'intersection de deux tores. Donc c'est une lunule qui est l'intersection d'un tore de petits rayons et un tore de grands rayons. Alors, sauf que, donc vous savez, si on pave le tore par les méridiens et les parallèles, on aboutit à des quadrangles plans.
seulement si on suit ces coordonnées-là. Et là, l'idée forte de cette architecture, c'est de suivre sur cette rive supérieure, que le calpinage de la surface suive la rive supérieure. Donc sortir du calpinage, on va dire, naturel du tore. Et donc ceci implique des quadrangles qui sont légèrement non plans, et ça a été réalisé par un léger vrillage dans le domaine élastique des panneaux voilà. Alors, maintenant on va quitter le plan, ou disons le plan vrillé, parce que, à moins d'être vraiment dans le cadre de rayons de courbure qui sont très très grands vis-à-vis de la taille des panneaux, il y a une sorte un peu de contradiction dans une architecture où on veut exprimer la courbure et finalement la matérialiser avec des panneaux plans, en finir avec des panneaux facettés. Et donc on peut augmenter la complexité de la primitive géométrique en lui donnant elle-même une certaine courbure, tout en restant dans le domaine des panneaux fabricables de façon industrielle. Et donc maintenant je vais vous parler des cylindres qui donnent une nette amélioration sur l'aspect de surface et sur la continuité de la surface quand on les utilise. Alors les cylindres en tant que primitive géométrique pour fabriquer une peau de bâtiment a été introduite la première fois dans la Fondation Vuitton, afin vraiment d'améliorer la réflexion des panneaux qui elle-même comportait une couche réfléchissante, et donc la sensibilité était très forte sur la qualité de la surface. Et de toute évidence, ici, les rayons de courbure de la surface sont vraiment petits par rapport à la taille d'un panneau. Donc sur les endroits les plus courbes, ici, on atteint des rayons de courbure de l'ordre de 3 à 5 mètres, alors que les panneaux eux-mêmes sont en gros de 1,50 m par 3 mètres. Donc la fabrication de ces surfaces avec des panneaux plans, avec ces dimensions-là, aurait eu un aspect vraiment très facetté. Alors, pourquoi des cylindres? Alors les cylindres, en verre du moins, c'est parce qu'il y a une machine qui est capable de fabriquer des cylindres de façon industrielle, sans l'usage de moules. Car en fait, fabriquer normalement le verre cintré à rayon variable ou à forme variable se fabrique sur des moules. En général sur des moules surfaciques qui sont très coûteux, qui coûtent au moins aussi cher que le verre lui-même. Et donc même pour Bernard Arnault, fabriquer 13 300 mètres carrés de moules, c'était quelque chose qui était difficile à atteindre. J'ai fait un petit calcul hier soir juste pour m'amuser. Et donc un moule, c'est à peu près, pour ces dimensions-là, ça coûte à peu près 5 000 €. Quand vous regardez la dimension de la Fondation Vuitton, il y aurait à peu près pour entre 15 et 20 millions d'euros de moules. Donc on comprend qu'on puisse se diriger vers des primitives géométriques qui conservent une rationalité constructive, mais qui font l'économie de ce genre de dépenses. Alors, j'ai un petit film qui vous explique la façon dont sont formés les moules. Donc on part d'un verre standard plan qu'on appelle float, et donc par un roulement on le ramène dans un four, on chauffe ce panneau jusqu'à 600 degrés, c'est-à-dire jusqu'à atteindre quasiment la transition vitreuse, afin de le ramollir. Et ensuite, il est introduit dans une machine à cintrage. Et dans cette machine, il y a deux opérations qui se produisent en même temps. La première, c'est une opération de cintrage. Donc le verre, pendant qu'il est encore souple, est mis en forme par tout un système de mécanismes que je vous montrerai juste après. Mais également, il est refroidi. Il est refroidi avec des buses d'air froid, et ça lui permet d'être trempé, c'est-à-dire d'augmenter considérablement sa résistance mécanique. Et ensuite, par un même mécanisme de roulement, il est récupéré à la sortie. Cette procédure, une fois la machine réglée, c'est une procédure qui prend à peu près 20 minutes. Donc vous voyez, et elle permet d'avoir des rayons variables parce que la machine est programmable. Et ici, c'est le cas simple où le verre est introduit, où les bords du verre sont parallèles à l'axe du cylindre. Mais il est tout à fait envisageable, et c'est ce qu'on a fait sur la Fondation Vuitton, d'incliner le vitrage à l'entrée dans la machine de telle façon à avoir des verres qui sont situés de façon
arbitraire par rapport à l'axe du cylindre. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est cette machine. Donc là, on peut comprendre pourquoi qu'il y ait des limitations dans la possibilité de fabriquer certains verres, vu la complexité de la mécanique qu'il y a à mettre en place pour former ces vitrages. Il y a une autre raison aussi, qui est encore technique et technologique. Quand vous regardez cette vidéo, mais il faut la regarder avec attention, quand vous regardez ici, lors de la mise en forme, c'est pas très, si c'est visible ici, voilà, pardon, voilà. Désolé. Là, c'est visible ici. Vous voyez que le vitrage est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement pour éviter, lorsqu'il est centré, quand il est trempé, qu'il y ait des points de contact permanents avec son support. Parce que s'il a des points permanents de contact avec son support, ça veut dire qu'il y a un refroidissement différentiel qui s'effectue entre les parties à l'air libre et les parties en contact. Et un refroidissement différentiel, ça veut dire des concentrations de contraintes locales sur le vitrage. Et vous voyez, du coup, on est obligé d'avoir ce mouvement permanent, et ça aussi, ça limite énormément les primitives géométriques qui sont fabricables avec un verre dans ce type de processus. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir seulement des surfaces en translation. Donc on serait éventuellement capable d'avoir toutes les sortes de cylindres, mais un cône avec ce type de mécanisme est à exclure parce qu'on ne peut pas avoir une translation sur le cône. Alors comment ça se passe très brièvement? Donc on hérite de la surface de référence d'une portion de surface donc, qui représente un panneau qui a des rayons de courbure variables, comme c'est indiqué ici par cette analyse de courbure. Et à partir de cette surface, on va essayer d'approximer cette surface avec un certain cylindre dont les paramètres sont la direction de son axe et simplement son rayon de courbure. Et on va essayer d'approximer un certain nombre de points cibles. Ici, on en a choisi 8, et qui est déjà un problème sur contraint, parce que pour définir un cylindre, il suffit de 4 points normalement. Et donc, quand on vise 8 points, normalement, avec un simple cylindre, on va avoir du mal à les atteindre tous. Par contre, on peut minimiser les distances avec une technique de minimisation, par exemple celle des moindres carrés, pour atteindre le meilleur cylindre qui approxime cette surface. Alors, vous voyez ici, on a choisi des points pas n'importe où, on les a choisis sur la rive, pour la simple raison que dans le cas qui nous intéresse, on a plutôt envie d'avoir des panneaux qui sont continus sur les rives pour assurer la meilleure étanchéité. Bien sûr, selon le problème à traiter, les points d'échantillonnage d'approximation de la surface peuvent être complètement différents. Voilà, ça c'est une image qui est assez intéressante et instructive. En fait, c'est en haut à gauche la surface de référence lisse, en haut à droite c'est simplement le calpinage, c'est-à-dire la découpe de cette surface par les lignes qui vont définir les panneaux. Alors, je ne vais pas parler du calpinage géodésique, c'est seulement une façon de choisir ces lignes de telle façon à ce qu'une fois remis à plat, les bords des panneaux soient rectilignes, soient droits. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une grande répétitivité des panneaux, à part les rives, bien sûr, mais qui sont en grand nombre. C'est-à-dire que tous les panneaux, avant d'être mis en forme, sont identiques. Ça permet aussi de faire de la série. Et vous voyez, en bas, on voit les deux analyses de courbure différentes. À gauche, on voit l'analyse de courbure de la surface lisse et continue, avec des rayons de courbure continuellement variables, alors qu'à droite, on a en fait une sorte de pixelisation de la courbure continue pour chaque panneau, parce que bien sûr, chaque panneau est un simple cylindre, et les cylindres sont des surfaces à courbure constante. Et donc la courbure est constante au sein de chaque panneau. Donc vraiment, on voit le pendant discret à droite et le pendant continu à gauche qui illustre le fait qu'on a une surface qui est très similaire. Voilà, ça c'est une des images de SHU. C'est une des plus grosses voiles de la fondation. Et vous voyez que l'objectif est pas mal atteint sur la réflexion. On a une très bonne continuité du reflet. Vous savez que le reflet, c'est la chose qui pardonne rien parce qu'il a 1 degré de continuité en deçà de la surface. C'est-à-dire que si vous avez une surface qui est continue en tangence seulement,
le reflet, lui, va être seulement continu en position. Donc, si vous voulez voir vraiment la continuité d'une surface, vous regardez le reflet, et le reflet, il pardonne absolument rien. Je vais vous parler maintenant d'un autre projet. Est-ce que je suis un peu en retard? Ouais. Est-ce qu'on a un peu de temps après, si c'est possible, ou pour savoir si j'accélère vraiment? D'accord. Ok. Non, mais ça va aller assez vite. Donc, là, je vais vous parler d'un projet dont la rationalisation a été faite, contrairement à la fondation, en même temps du processus. Donc c'est un projet qui a vraiment été partagé avec Alain Moati de l'agence Moati-Rivière, qui est la réhabilitation du premier étage de la Tour Eiffel, où on a vraiment remplacé les 2 pavillons ainsi que le garde-corps vitré. Et donc nous, on va se concentrer sur les façades intérieures de la Tour Eiffel, qui sont en plus à double courbure. Donc une des idées était d'accompagner le mouvement de la Tour Eiffel en inclinant toutes les façades pour suivre les piliers de la Tour Eiffel. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que les cylindres, c'était sympa, je ne vous ai pas tout dit. Ça veut dire qu'entre 2 panneaux, comme forcément il y a une discrétisation et il y a une perte de continuité de la surface, il y a des divergences qui apparaissent. En particulier des divergences en position ou des divergences en tangence. Et bien sûr, tout l'objectif de cette optimisation, c'est de minimiser ces divergences, que ce soit à la fois d'un point de vue architectural, comme on l'a vu pour le reflet, ou alors d'un point de vue technologique, pour avoir une meilleure étanchéité ou pour avoir des fixations, par exemple, qui sont plus simples à mettre en œuvre. Donc, un petit rappel de géométrie différentielle. Donc, si vous avez une surface quelconque à double courbure, par n'importe quel point, vous avez une ligne de courbure, c'est-à-dire la ligne selon laquelle la courbure est maximale, et une autre ligne selon laquelle la courbure est minimale. Et ces 2 lignes se coupent toujours à angle droit. Et donc quand on fait un réseau de ces lignes de courbure principales sur une surface, on voit qu'on ne génère que des panneaux, certes à bord courbe, mais à angle toujours droit. Donc on pressent qu'il y a une rationalité géométrique qui est très intéressante ici pour rationaliser la fabrication de ces géométries à double courbure. Mais ce n'est pas tout, en fait, quand on suit ces lignes de courbure principales et qu'on en fait sortir les normales, on génère, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme l'avait déjà découvert Monge en 1789, ces surfaces sont non seulement réglées, mais aussi développables. C'est-à-dire que vous pouvez prendre cette surface et la dérouler sur le plan sans changer la métrique, donc c'est-à-dire la fabriquer telle qu'elle, comme une feuille de papier que vous pouvez dérouler sur le plan euclidien. Et un autre intérêt également sur ces lignes de courbure principales, c'est que l'ensemble des lignes perpendiculaires à la ligne de courbure dans le plan tangent génère aussi une surface développable qui est très bien conditionnée. Et donc maintenant, si on combine ces différentes surfaces développables, en sachant qu'un décalage orthogonal d'une surface développable est également développable, en fait, on peut aboutir à la fabrication de caissons développables assez faciles, comme l'illustre la maquette que je vais vous montrer juste après. Donc ici, il suffit de modéliser le caisson en 3 dimensions, en générer les patrons de découpe en développant, et enfin les réassembler. Alors ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr le processus, mais ce qu'on en tire d'un point de vue montage aussi. C'est-à-dire que pour faire des formes à géométrie complexe comme ceci, il est courant de faire des gabarits de montage, c'est-à-dire prendre la forme, la couper de façon très fine avec des plaques planes pour avoir un référent tridimensionnel sur lequel on vient former les tôles. Ici, vous avez vu, les tôles ou les feuilles de plastique ici se sont formées d'elles-mêmes, car chaque feuille a une inertie très faible dans une direction, mais elle vient se confronter avec l'inertie forte de l'autre tôle perpendiculairement. Donc en fait, c'est une sorte de gabarit mutuel, mais sauf que le gabarit est contenu dans la forme. Donc il n'y a pas de gabarit à l'extérieur de la forme. Toute la matière est utilisée pour fabriquer directement la poutre. Alors, pour expliquer un peu le processus de projet qu'on avait mis en place avec Alain Moati, Alain Moati avait une idée de sa forme, mais sans connaître vraiment la forme en elle-même. Donc on a créé, maintenant c'est courant, mais c'était pareil une dizaine d'années, on a créé un modèle paramétrique, ici avec seulement 2 paramètres, mais en réalité la forme était plus riche avec plus de paramètres, c'est pour une question d'illustration, donc avec une flèche supérieure à droite, et puis une variation de la tangence par exemple à gauche.
Et toutes ces formes, toutes les combinaisons de paramètres ont été identifiées, et pour chacune de ces combinaisons de paramètres, on a tracé une idée des lignes de courbure principales, parce qu'on savait que ces lignes de courbure principales apportaient des rationalisations géométriques fortes. Et donc, vous voyez, par exemple, des cas un peu dégénérés comme ici, où on a des points singuliers ou des points ombiliques au milieu de la surface. On a pu avoir une visualisation de ces différents types et sélectionner les cas qui nous intéressaient le plus. Donc ça, vous voyez en direct se modifier en fonction de la surface les lignes de courbure principales. Donc ces lignes de courbure principales ne donnent pas directement un calpinage, elles donnent surtout des directions de calpinage. Donc en fait, on a mis en place un espèce de papier millimétré déformé qui donne une cartographie de ces lignes de courbure et sur lesquelles on pouvait travailler tout en garantissant la rationalisation géométrique. Donc on a fait plusieurs échanges avec Alain et on a commencé à regarder les lignes de calpinage, l'intégration d'éléments architecturaux comme la porte centrale, etc. Donc après plusieurs cycles quand même de raffinement du calpinage, on a abouti à celui-ci. Et là on a croisé les doigts, on a fait l'optimisation cylindrique et on a abouti par une optimisation globale un peu plus sophistiquée que celle à la fondation Vuitton à une des différences en position entre deux panneaux consécutifs excellente. En fait, on avait moins d'1,5 mm de différence entre deux panneaux consécutifs. Et donc, on a pu même sacrifier un peu de la qualité des divergences pour réintroduire des notions architecturales, comme ici, l'alignement de la discontinuité en tangence, par exemple, selon les directions verticales pour coller au concept architectural d'accompagner les lignes de force de la tour Eiffel. Donc voilà, c'est ici que, par exemple, la géométrie constructive peut intervenir dans un dialogue, soit sur les directions de lignes, soit même sur la génération de la surface pour accompagner les concepts architecturaux. Je vous montrerai rapidement 2-3 photos du chantier et de la réalisation finale. Alors, très rapidement aussi, comme on avait tordu le quadrangle plan, on peut tordre aussi le cylindre, avec toutes les précautions nécessaires pour rester dans le domaine élastique, bien sûr, et puis pour comprendre aussi toutes les implications éventuellement, si c'est du double vitrage, sur la technologie d'assemblage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur les tours de Shaoyang Park à Pékin, avec les architectes MAD, où ici, par exemple, vous voyez une cartographie des divergences entre les meilleurs cylindres et la surface de référence. Donc, on a cartographié et quantifié la déformation additionnelle qu'il fallait appliquer pour pouvoir atteindre la surface de référence. Et on s'est assuré que technologiquement, c'était quelque chose qui était atteignable pour pouvoir faire ceci. Alors, pour vous donner une idée de l'échelle, hein, cette fois-ci, c'est plutôt 20 000 m². Et des tours qui font 130 mètres de haut. Donc, vous voyez, ces petits rectangles-là, c'est ça. Donc c'est des blocs de façade qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Voilà. Et donc là, je vais finir sur la dernière primitive, c'est-à-dire la classe la plus générale des surfaces développables, donc les surfaces des développables des tangentes. Donc bien sûr, les surfaces développables, elles incluent toutes les primitives qu'on a vues avant. Elles incluent le plan, elles incluent le cylindre. Par contre, elle n'inclut pas le plan vrillé ou le cylindre vrillé. Alors, ces surfaces développables, elles ont l'énorme avantage de pouvoir générer des formes complexes tridimensionnelles à partir d'éléments vendus dans le commerce, qui sont en général le plan ou la bobine. Donc, cette technique, on l'avait déjà appliquée sur ce projet en Corée avec XTU. J'ai vu rentrer Jean-François dans la salle, c'est bon souvenir avec Jean-François quand on était chez RFR, donc le projet d'XTU. Alors c'est habilement dessiné, mais en fait quand on décompose vraiment cette surface, c'est vraiment un panachage de surfaces de Darboux, donc des surfaces de translation, rotation et révolution, qui sont capables aussi de générer des surfaces développables relativement simples. Donc cette technique, on l'a aussi appliquée
toujours avec les mêmes architectes et toujours avec le même Jean-François, pour la Cité du Vin à Bordeaux, où cette fois-ci, comme pour la Tour Eiffel, on a exploité les lignes de courbure principales. Donc ces lignes de courbure principales, elles sont une sorte de garantie pour la fabrication des cylindres et des surfaces développables. Et donc c'est pour ça qu'on a cherché à calpiner et à cartographier ces lignes de courbure sur cette surface. Alors, bien sûr, c'est rarement facile de les utiliser telles quelles. En particulier ici, les structures supports qui supportaient ces panneaux de vitrage ou ces panneaux métalliques étaient une charpente en lamellé collé. Et donc fabriquer de lamellé collé avec des courbes tridimensionnelles, c'est tout à fait possible, mais c'est très coûteux. Et donc ici, on a fait le compromis entre les lignes de courbure principales qui ont le bon goût de garantir la développabilité des panneaux, mais qui ont le mauvais goût d'être tridimensionnels, avec des courbes planes qui approchent au plus près ces lignes-là. Et donc qui donnent la possibilité de fabriquer ces lignes, ces surfaces et la structure support dans un coût, on va dire, raisonnable. Et je vais finir sur ce prototype que j'ai mis en place à la fin de la première année de thèse, qui est actuellement exposé aux Ponts et Chaussées. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à venir le voir, il est tout à fait accessible. Donc c'est aussi un processus, une forme qui vient en même temps de sa rationalisation géométrique et de sa génération. Donc ce projet, il s'appuie sur un processus industriel vieux comme le monde, qui est le tube hélicoïdal. Donc le tube hélicoïdal, c'est un processus industriel qui est mis en place à plein d'échelles différentes et qui est un moyen de fabriquer de façon relativement simple et économique des tubes avec une paroi relativement mince par rapport à son diamètre. C'est des choses qui ne sont pas si faciles à faire que ça, et donc le tube hélicoïdal remplit cette fonction. Donc ça, c'est un tube en carton classique comme vous en rencontrez tous les jours, mais si on change d'échelle, ça peut être complètement des tubes de canalisation ou des tubes de fondation, et le représentant le plus connu, bien sûr, c'est les gaines de ventilation qui sont faits en alu ou en acier. J'ai un petit film qui montre bien comment ça fonctionne. Donc ça part d'une bobine toute simple, à largeur variable, que vous introduisez dans une machine. Et après avoir initié le premier tour, donc vous voyez, vous fixez par sertissage le premier bord d'une surface avec le deuxième bord de la surface. Une fois que vous avez amorcé le système, en fait, c'est très facile de générer très rapidement des kilomètres de tubes hélicoïdales. Alors ça, c'est un petit détail que j'aime bien. En fait, c'est fait pour avoir un processus industriel totalement continu. Et donc, comme le tube a un pas régulier, la rotation est proportionnelle à la translation, c'est la définition du pas de l'hélice. Et vous voyez que pour couper le tube, du coup, la scie avance en même temps que le tube. Je vous montre ici. Voilà, vous voyez la scie qui avance en même temps que le tube, ce qui permet d'avoir un processus industriel totalement continu, à la longueur de la bobine près. La deuxième inspiration, c'était une éponge de mer qui s'appelle le Plectella, qui a donné le nom au prototype. En fait, c'est une éponge de forte profondeur qui est dans le Pacifique Ouest et c'est un matériau composite avec énormément de couches de hiérarchie structurelle, c'est 7 hiérarchies structurelles. Et nous, on a retenu essentiellement les deux dernières, qui sont une paroi mince avec des raidisseurs hélicoïdaux sur le pourtour. Alors l'idée du pavillon, géométrique, elle est très très simple. On s'est dit, une bande de largeur continue génère une hélice qui s'appuie sur un cylindre circulaire. En fait, il suffit de changer la largeur de la bande de façon variable pour programmer des formes très diverses. Alors, la capacité, et ça je vous montrerai quelques images à la fin, formelle est très très grande. Pour le prototype, on s'est limité volontairement pour des questions essentiellement de transport, parce que pour le prototype, en tout, on a eu 4 mois. Hein. Conception, fabrication des plans d'exécution, fabrication, livraison, 4 mois. Donc on a décidé de faire l'intégralité du prototype chez Viry, et si vous regardez, le prototype, il rentre vraiment à 10 cm par 10 cm par 10 cm dans un convoi classique de camions. Voilà, c'est comme ça qu'il a été, en gros,
dont la boîte englobante a été dessinée. Après, tout l'enjeu, c'était bien sûr de pouvoir exprimer toute la liberté formelle dans ce cadre bien défini. Donc c'est une surface qui est définie assez classiquement par 6 sections successives. Et sur cette surface sont dessinées 4 hélices. Alors là, on ne voit pas très bien sur l'image d'après, on le verra mieux. 4 hélices dextres, donc c'est les rouges qui tournent à droite quand on avance, et 24 hélices sénestres, donc c'est les vertes. Donc les rouges, c'est celles qui vont vraiment générer la géométrie, vous allez voir par la suite. Les vertes sont des directions de calpinage secondaire qui vont permettre de segmenter les éléments. Donc ici, vous voyez ces 4 hélices qui s'entrelacent. Alors pourquoi 4 alors que les tubes hélicoïdaux classiques n'en ont qu'un seul? C'est tout simplement pour augmenter l'effet architectural de l'inclinaison de l'hélice. Donc, voilà, ça j'ai fait un essai avec une seule bande. Vous voyez que la perception du pas de l'hélice n'était pas très importante. On pouvait voir seulement à des anneaux les uns à côté des autres. En fait, on perçoit vraiment beaucoup mieux l'inclinaison au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de bandes enchâssées. Sur ces mêmes hélices prennent place les raidisseurs. Et enfin, les 24 hélices sénestres, donc les vertes, vous voyez, servent à segmenter de façon systématique les panneaux, ici, ainsi que les raidisseurs. Donc avec ce système d'hélices sur cette forme, on a l'ensemble des panneaux qui sont définis dans leur dimension et dans leur géométrie. Donc ici, vous voyez une des 4 bandes qui est complètement développée. Donc une bande pour un prototype qui fait 12 mètres, cette bande fait à peu près 140 mètres de long et elle fait 40 mètres de long par 40 cm de large. Bien sûr, on ne la construit pas en une seule fois. Grâce aux hélices sénestres, vous avez vu qu'on l'a décomposée en 13 panneaux. Et vous voyez aussi que sur les bords du panneau sont déjà intégrés les détails de connexion entre les panneaux, mais aussi les inscriptions rouges qui nous donnent la connectivité entre les différents panneaux. À gauche, ici, vous avez les raidisseurs. Là, c'est le panneau en train d'être découpé dans l'usine. Et enfin, je vous parle de la technique d'assemblage. Donc, c'est une technique d'assemblage en fait, qui est plutôt inspirée de la technique bois. C'est un tenon mortaise avec une clé pour bloquer l'ensemble, mais ça, c'est réinterprété pour la construction métallique. Donc, le premier panneau, lui, a une mortaise, un tenon, pardon, qui vient s'insérer dans la mortaise du raidisseur. Et enfin, le deuxième panneau, ici, vient bloquer le raidisseur entre les 2 épaulements qui sont dessinés. Et enfin, un boulon très classique vient verrouiller l'ensemble de l'assemblage. Ça, vous voyez, à gauche, c'est vu de l'extérieur, et à droite, c'est l'assemblage réel vu de l'intérieur. Voilà, donc on en a presque fini. Je vous montre la fabrication du prototype. Donc on avait fait une optimisation des découpes, donc on a reçu tous les panneaux de façon aléatoire. Donc le premier travail, c'est juste de les classer en fonction de la nomenclature qu'on avait établie. Et après, le deuxième travail, qui est finalement celui le plus musclé, c'est de fermer le premier anneau, parce que vous enfermez de l'énergie élastique quand vous cintrez les panneaux. Donc une fois que vous avez fini et fermé le premier anneau, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez rajouté finalement les panneaux un par un, avec finalement peu d'énergie à fournir pour les cintrer. Donc voilà, maintenant vous voyez l'assemblage. Alors ce qui est important de constater, c'est que le film est linéaire. Il est certes accéléré, mais linéaire. Donc vous allez voir qu'au début, on met beaucoup de temps à se chercher pour assembler, et vous allez voir qu'à la fin, c'est beaucoup plus rapide. Et on a mis en gros 4 jours à assembler cette forme-là à 2 personnes. Et une des 2 personnes, c'est moi. Donc il n'y a pas besoin non plus d'être si costaud pour assembler ça. Et voilà. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que, et ce qui a beaucoup déstabilisé la personne de chez Viry qui m'a aidé à monter le prototype, c'est que finalement, c'est un montage qui se fait sans gabarit, pareil, même principe, et sans plan d'assemblage. En fait, ils étaient assez perdus quand on est arrivé pour assembler. Ils nous demandaient où sont les plans, où sont les gabarits. Quand je dis non, on va juste assembler les feuilles une par une. Et normalement, la forme, elle va sortir toute seule de la technologie d'assemblage. Alors finalement, on a quand même imprimé un seul plan pour voir là où on en était au fur et à mesure qu'on assemblait. Voilà, ça c'est quelques images aux ponts et chaussées.
Oui, d'un point de vue architectural aussi, on a fait des joints ouverts, ce qui permet de faire rentrer la lumière et de bien mettre en évidence la géométrie de l'hélice au sein du prototype quand on est à l'intérieur. Et aussi quand le soleil arrive à l'intérieur, ça fait des jeux graphiques qui sont assez intéressants. Alors, on est allé un peu plus loin parce qu'on était un peu frustré par le transport, et donc on a essayé d'augmenter un peu la complexité des patrons de découpe. Et donc voilà, on a essayé de non plus faire des bandes simples, mais des bandes à 3 branches par exemple. Est-ce que vous avez une idée de la forme que ça peut générer, ça? Non? Ben, vous viendrez voir après si vous voulez. Ça fait ça. Ça fait ça. Et en fait, on est allé plus loin aussi en travaillant avec 2 étudiants de Ponts et Chaussées. C'est le travail de Nicolas Montaigne et de Sonia Zerouni. En fait, on a essayé non seulement de ne pas se limiter à une seule branche ou à des branches ouvertes, mais d'augmenter la topologie en faisant des cyclages et aussi en enlevant certaines symétries. Bon, je ne vous embête pas plus parce que je pense que j'ai bien dépassé. Et donc, je vous donne juste une dernière image de le Plectella sous la neige. Et je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Y a-t-il des questions dans la salle dans cette succession de géométrie complexe? Ah, la première question est toujours la plus difficile. Je voulais en savoir plus au niveau des assemblages, parce qu'on travaille sur un pavillon en pli courbe et on est en train de réfléchir justement à l'assemblage, au matériau qui est utilisé pour l'assemblage. Est-ce que c'est le même que les bandes ou... Alors, celui-ci? Oui, voilà. Ouais. Alors, celui-ci, oui, c'est le panneau. En fait, c'est la rive du panneau et la découpe même de la rive du panneau qui est intégrée pour faire son assemblage. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, à part la clé, c'est-à-dire le boulon qui a été ajouté pour bloquer l'assemblage, l'assemblage n'est pas une pièce indépendante du panneau, mais est intégrée dans la fabrication du panneau. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, la précision du montage et la précision de l'assemblage est intégrée dans la précision de l'outil de découpe. Et la découpe laser est de l'ordre du dixième de millimètre. Donc, bien sûr, il faut quand même intégrer des réglages nécessaires pour ça. Mais en fait, l'intégration de l'assemblage, finalement, sans réglage, et une garantie de la précision de l'assemblage également. Et après, il faut voir quel type de pliage vous faites. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du pliage courbe. En fait, ici, on ne pourrait pas réaliser cet élément-là avec une seule tôle qui serait pliée. Parce que les 2 tôles de part et d'autre sont incompatibles dans leur dessin en plan, et le fait de les assembler crée la forme. Le pli est un mécanisme encore. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui appelle à être bloqué, alors qu'ici, on introduit de la courbure à l'intérieur du pli, et donc c'est quelque chose qui donne de la raideur à la forme également. Merci. Autre question? Est-ce que tu travailles sur des processus qui permettraient de rationaliser des formes libres? C'est-à-dire, si quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, la Cité du Vin à Bordeaux, est-ce qu'ils sont partis d'un processus rationnel, raisonné de la forme, ou est-ce que c'est vous qui êtes intervenu après? Alors, il y a vraiment 2 types de collaboration dans l'élaboration du processus de projet. Et donc, il y a vraiment, d'un côté, où certains architectes tiennent à la surface de référence, qui est un apport et qui est intouchable presque. Et donc, dans ce cas-là, on intervient au mieux dans le dessin des lignes qui donne des panneaux les mieux possibles, ou alors si l'architecte souhaite aussi contrôler et la forme et le calpinage sur la surface, la liberté de la géométrie constructive se cantonne à trouver le meilleur panneau dans un contexte qui est très contraint.
Bien sûr, dans cette hypothèse-là, la qualité de l'optimisation est bien moindre que quand on intervient, par exemple, comme dans le projet avec Moitié-Rivière, où la rationalisation géométrique arrive très en amont, où la forme de la surface elle-même et la ligne de calpinage peut intervenir dans la qualité de la réalisation de la surface. Et donc, c'est vraiment des stratégies différentes et qui dépendent vraiment de la collaboration entre la personne qui fait la rationalisation constructive et l'architecte qui porte le projet. Mais est-ce qu'à partir d'une forme libre, vous regardez quelle est la forme la plus proche qui permet la rationalisation la plus grande? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des processus mathématiques qui permettent de le faire? Oui, alors il y a des processus mathématiques qui permettent. En fait, si on parle d'optimisation globale et du calpinage et de la surface, c'est une question de minimisation en fait d'énergie, en gros. Et donc, on met des poids différents sur les objectifs différents qu'on a. Souvent, l'image de l'optimisation, c'est le tiret de corde. Vous voyez l'image où il y a deux personnes qui tirent sur la corde d'un côté ou de l'autre. Une optimisation à plusieurs critères, c'est avec 5, 6, 7 cordes. Et il faut savoir quel poids on met sur quels critères. Et donc, sur une forme comme une géométrie complexe, on peut mettre un critère sur la planéité des panneaux, par exemple. Mais si on met un poids très fort sur la planéité des panneaux, on va s'écarter d'autant plus de la surface de référence. Si on met un poids d'autant plus fort sur la fidélité à la surface de référence, on va perdre sur un autre critère. Et donc tout ça, c'est une négociation géométrique, mais aussi architecturale, pour savoir où on met la pondération dans le processus de projet. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais remercier Nicolas Leduc. C'est moi, merci beaucoup. Sous vos applaudissements torrides.